Ma fiancée a craqué. Elle m'a dit, tes limites et tes inquiétudes m'épuisent. Sois un homme. J'ai répondu, c'est compris. Ensuite, j'ai cessé de l'impliquer dans quoi que ce soit, y compris concernant l'offre d'emploi que j'avais acceptée dans une autre région. Quand les cartons de déménagement sont arrivés et qu'elle a demandé ce qui se passait, elle a découvert que j'étais déjà parti. Moi, Julien, 33 ans, je suis assis dans mon nouvel appartement à 800 km de la femme qui m'a dit de me comporter comme un homme. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Elle m'appelle pour la 7e fois ce matin et je fixe mon téléphone, regardant son nom clignoter sur l'écran comme un signal d'alarme que j'aurais dû remarquer il y a des années. Je ne réponds pas. Je n'ai pas répondu depuis que les déménageurs se sont présentés hier à notre domicile commun et qu'elle a réalisé que j'étais déjà loin. Il y a 2 semaines, Camille, 31 ans, ma fiancée depuis 18 mois, m'a regardé de l'autre côté de la table de la cuisine et a prononcé les mots qui ont tout brisé, tes limites et tes inquiétudes m'épuisent. Sois un homme. Elle a dit ça comme si elle jetait une poubelle. J'ai regardé cette femme avec qui j'avais prévu de construire ma vie et j'ai répondu avec les 2 seuls mots qui comptaient, c'est compris. Elle a cru que j'acceptais d'arrêter de protester. Elle a pensé que j'allais enfin rentrer dans le rang, arrêter de remettre en question ses décisions, arrêter d'évoquer ces petits mépris qui s'accumulaient comme des factures impayées. Elle a souri, s'est retournée vers son ordinateur portable et a continué à faire défiler les options de robe pour ces demoiselles d'honneur qu'elle avait déjà choisies sans me consulter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, j'avais pris une décision. J'allais arrêter de l'inclure dans ma vie, y compris pour cette offre d'emploi de consultant qui attendait dans ma boîte mail depuis 3 jours. L'offre venait d'un cabinet de conseil à Lyon. La mutation impliquait une augmentation de salaire significative. J'hésitais encore parce que déménager signifiait déraciner notre vie, changer les plans du mariage et demander à Camille de quitter son travail. Mais après cette soirée, mes doutes s'étaient envolés. J'ai accepté l'offre à 23h47, j'ai signé le contrat et je n'ai pas dit un mot. Camille et moi nous étions rencontrés lors d'une soirée sur un rooftop à Paris il y a 3 ans. Elle était confiante, directe, et avait cette façon de prendre des décisions rapidement que je trouvais rafraîchissante au début. J'étais plus prudent, plus réfléchi. Elle disait que je l'équilibrais. Je disais qu'elle me faisait avancer. Durant la première année, ça a fonctionné. Mais vers le 14e mois, l'équilibre a basculé. Elle a commencé à faire des projets sans me demander mon avis. Des petites choses au début. Des réservations au restaurant dans des endroits que je n'aimais pas. Des week-ends réservés avant même que je puisse consulter mon calendrier. Je l'ai évoqué une fois, gentiment. Elle a ri et a dit que je réfléchissais trop. Tu as de la chance que je prenne les choses en main, disait-elle, la plupart des mecs tueraient pour avoir une femme qui n'a pas besoin d'eux pour tout organiser. J'ai laissé passer. Puis l'organisation du mariage a commencé. Nous nous sommes fiancés en mars dernier. Camille avait un tableau Pinterest prêt en quelques heures. Lieu, thème, palette de couleurs, la totale. J'étais enthousiaste. Je pensais que nous allions organiser cela ensemble. J'avais tort. Elle a réservé le domaine sans me montrer les options. Elle a choisi une date qui convenait à sa famille, pas à la nôtre. Elle a choisi un cortège composé de ses 3 meilleurs amis et de sa cousine. Mais quand j'ai suggéré mon frère comme témoin, elle a froncé les sourcils. Ton frère? Il est un peu gênant, tu ne trouves pas? Et pourquoi pas Benoît? Il rend mieux sur les photos. Benoît était le mari d'une de ses amies. Je l'avais rencontré 2 fois. J'ai insisté, c'est mon frère. C'est lui mon témoin. Elle a soupiré. Le genre de soupir qui vous donne l'impression d'être difficile simplement parce que vous avez une opinion. Très bien, mais il ferait mieux de ne pas porter ces chaussures moches qu'il met tout le temps. J'ai laissé couler. J'ai laissé passer beaucoup de choses. Puis il y a eu la dégustation du gâteau qu'elle a planifié sans moi. Le rendez-vous chez le fleuriste où elle s'est rendue avec sa mère pendant que j'étais au travail. Les faire-part qu'elle a commandés avec une police de caractère que je n'avais jamais vue. Chaque fois que je disais vouloir être inclus, elle avait la même réponse, j'essaie juste de te faciliter la tâche. Tu es tellement occupé. Je gère. Elle gérait comme si j'étais un client, pas son partenaire. Le point de rupture est survenu il y a 2 semaines. Elle avait travaillé tard, du moins c'est ce qu'elle disait. Je ne l'ai pas remise en question car questionner Camille menait généralement à des accusations de manque de confiance. Mais ce mardi soir,
elle est rentrée et a annoncé qu'elle avait changé la destination de notre voyage de noces. Nous étions d'accord pour l'Italie. Elle avait réservé l'Islande. L'Islande, ai-je dit, on parle de l'Italie depuis des mois. C'est du déjà vu, a-t-elle répondu en jetant son sac sur le comptoir, l'Islande est plus unique. Et puis, j'ai déjà versé l'acompte. Tu as versé un acompte sans m'en parler? Elle s'est retournée et j'ai vu son expression changer, sa patience s'épuiser. Julien, j'en ai marre de te demander la permission pour tout. Tes limites et tes inquiétudes m'épuisent. Sois un homme. Les mots sont tombés comme une gifle. Sois un homme. Comme si avoir une opinion, vouloir avoir mon mot à dire sur mon propre mariage et ma lune de miel était une preuve de faiblesse. Je l'ai fixé et quelque chose en moi s'est éteint. Pas de la colère, juste un sentiment de faim. C'est compris, ai-je dit. Elle a souri, pensant avoir gagné. Bien. Maintenant, tu peux regarder ces options d'excursion? À la place, j'ai regardé mon téléphone. L'email du cabinet de Lyon était toujours là, en attente. Mutation requise. Date de début dans 4 semaines. Je l'ai ouvert, j'ai relu les conditions une dernière fois et j'ai cliqué sur répondre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Camille. J'ai préparé le café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur. Le contrat était dans ma boîte de réception, contresigné. Je l'ai téléchargé, sauvegardé dans un dossier sécurisé et j'ai commencé ma liste, recherche d'appartements, devis de déménageur, préavis de résiliation de bail, séparation des comptes bancaires. Camille est descendue à 7h30, déjà penchée sur son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux. « Tu peux passer prendre ma robe au pressing aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr », ai-je répondu. Elle s'est arrêtée, m'a jeté un regard. « Tu es conciliant aujourd'hui. » J'aime ça. Je n'ai rien dit. Je n'avais plus rien à lui dire. Au cours des 3 jours suivants, j'ai cherché des appartements à Lyon. J'ai trouvé un T2 dans un quartier calme près de mon nouveau bureau. Le loyer était raisonnable. Le bail commençait dans 2 semaines. J'ai rempli le dossier pendant ma pause déjeuner, téléchargé mes justificatifs de revenus et je l'ai envoyé. Le vendredi, j'avais l'accord. Camille ne s'est rendu compte de rien. Elle était trop occupée à organiser une fête de mariage à laquelle je n'assisterais pas. Ce week-end-là, elle est partie faire un spa avec ses demoiselles d'honneur. J'en ai profité pour appeler les entreprises de déménagement. J'ai obtenu 3 devis, j'ai choisi l'option la plus discrète et j'ai planifié le déménagement pour le samedi suivant. Les déménageurs ont accepté de venir pendant que Camille serait chez ses parents pour un dîner de famille. J'étais soudainement trop occupé pour y assister. Dimanche soir, Camille m'a demandé ce que j'avais fait de mon week-end. J'ai rattrapé mon retard au boulot, ai-je dit. Elle a hoché la tête, déjà de retour sur son téléphone. La résiliation du bail était plus délicate. Notre appartement était à nos 2 noms, mais c'est moi qui payais le loyer depuis 8 mois pendant que Camille économisait pour le mariage. J'ai appelé le propriétaire, lui expliquant que je mutais pour le travail et j'ai posé des questions sur la fin de bail. Il a dit que si je trouvais quelqu'un pour reprendre ma part, il accepterait. Je n'avais pas besoin de trouver quelqu'un. J'avais juste besoin que mon nom disparaisse. Je lui ai dit que Camille restait et qu'elle pouvait assumer seule le loyer. Il a dit qu'il aurait besoin de sa signature confirmant qu'elle en avait les moyens. Je lui ai dit que je m'en occupais. J'ai rédigé un document simple et clair, stipulant que je transférais mes obligations locatives à Camille avec effet immédiat. Je l'ai laissé dans une chemise étiquetée, papiers apart, sur le comptoir de la cuisine, enfouie sous une pile de magazines de mariage qu'elle ne lisait jamais. Elle a signé sans lire, pensant qu'il s'agissait d'un document de renouvellement administratif. Le lundi, mon nom n'était plus sur le bail. Elle n'en avait aucune idée. L'offre d'emploi était officielle. Ma date d'entrée en fonction était fixée. J'avais 2 semaines pour déménager toute ma vie sans que Camille ne s'en aperçoive. Cela semble impossible, mais quand quelqu'un cesse de vous prêter attention, vous devenez invisible. J'ai commencé par les petites choses. Les vêtements que je ne portais pas souvent, les livres qu'elle ne remarquait jamais, les ustensiles de cuisine que j'avais apportés au début de la relation. Je les ai emballés dans des cartons et je les ai stockés dans ma voiture, avant de les emmener dans un box de stockage loué à mon nom seul. Camille m'a demandé une fois pourquoi je sortais autant. J'ai dit que je voyais de vieux amis.
Elle a dit d'accord et s'est replongée dans son téléphone. Les déménageurs étaient prévus pour le samedi 11 mai. Camille avait ce dîner de famille chez ses parents à l'autre bout de la ville. Elle m'a invité. J'ai dit que j'avais une date limite pour un dossier. Elle n'a pas insisté. Le vendredi soir, j'ai emballé le reste de mes affaires. Mon bureau, ma console de jeu, la photo encadrée de ma famille dont Camille avait dit un jour qu'elle jurait avec la décoration. Je l'ai enveloppé soigneusement, je l'ai placé dans un carton marqué « Bureau » et je l'ai scellé avec un ruban adhésif qui sonnait comme un point final. Camille est rentrée tard, sentant le vin et le parfum. Le dîner était incroyable, a-t-elle dit, tu aurais dû venir. La prochaine fois, ai-je répondu, sachant qu'il n'y en aurait pas. Samedi matin, les déménageurs sont arrivés à 9 heures. Camille était déjà partie chez ses parents, son café à la main, en me disant qu'elle serait de retour vers 15 heures. J'ai regardé sa voiture disparaître au bout de la rue, puis j'ai ouvert la porte aux déménageurs. Ils ont été efficaces. Meubles, cartons, tout était étiqueté et chargé en moins de 2 heures. J'ai parcouru l'appartement une dernière fois, m'assurant de ne rien laisser derrière moi. Les seules choses qui restaient étaient les siennes, son canapé, sa vaisselle, sa vie. J'ai laissé une enveloppe sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une page, dactylographiée. Pas d'émotion, juste des faits. Camille, j'ai accepté un poste à Lyon et j'ai déménagé à compter d'aujourd'hui. Le bail est à ton nom depuis le 6 mai, conformément aux documents que tu as signés. Nos fiançailles sont rompues. Je ne répondrai ni aux appels ni aux messages. Je te souhaite bonne chance, Julien. J'ai posé ma clé à côté de l'enveloppe, je suis sorti et j'ai verrouillé la porte derrière moi. À midi, j'étais dans ma voiture, roulant vers le sud. À 18h15, j'étais dans mon nouvel appartement, à 800 km de là, déballant la vie que j'avais discrètement reconquise. Première mise à jour, dimanche matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 23 SMS, tous de Camille. Je ne les ai pas lus. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qu'ils disaient. L'entreprise de déménagement avait prévu une livraison finale à l'ancien appartement le dimanche. Quelques objets qui n'entraient pas dans le camion, principalement des cartons de livres et de fournitures de bureau. J'avais oublié de l'annuler. Ou peut-être que je ne l'avais pas oublié. Peut-être que je voulais qu'elle voie ces cartons pour réaliser que j'étais déjà parti. À 10h32, mon téléphone a encore sonné. J'ai répondu cette fois, non pas parce que je voulais parler, mais parce que je voulais qu'elle entende ma voix et sache que j'étais calme. Julien, c'est quoi ce bordel? Sa voix était aiguë, frénétique. Il y a des cartons ici, des cartons de déménagement avec ton nom dessus. J'ai déménagé, ai-je dit, pour le travail. Tu quoi? Quand? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu m'as dit de me comporter comme un homme, ai-je répondu, j'ai pris une décision. Un silence a suivi. C'est de la folie. Tu ne peux pas juste partir comme ça. On est fiancés. On se marie dans 4 mois. On avait un mariage, ai-je dit, tu l'as organisé. Je n'étais censé qu'être présent. Julien, s'il te plaît. On peut en parler. Reviens. On peut arranger ça. J'ai regardé autour de moi dans mon nouvel appartement. Des murs nus, des étagères vides, le silence. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit, le bail est à ton nom. L'appartement est à toi. Les fiançailles sont terminées. Tu ne peux pas faire ça, sa voix s'est brisée, tu ne peux pas juste t'en aller. Je l'ai déjà fait. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai éteint mon téléphone. Deuxième mise à jour, le lundi, Camille avait appelé mon bureau. Mon nouveau bureau. Je ne sais pas comment elle a obtenu le numéro, mais elle l'a fait. Mon assistante m'a dit qu'une femme était en ligne, prétendant être ma fiancée et exigeant de me parler. Je lui ai dit que je n'avais pas de fiancée et de bloquer le numéro. Les SMS de Camille sont passés de frénétiques à colériques. Des captures d'écran ont commencé à apparaître. Des messages à des amis communs essayant de me faire passer pour quelqu'un d'instable, qu'il avait abandonné sans prévenir. Elle racontait aux gens que j'avais fait une dépression nerveuse, que je traversais une crise et que j'avais besoin d'aide. Notre ami commun Marc m'a appelé mardi soir. Mec, Camille perd les pédales. Elle dit que tu as disparu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je lui ai dit la vérité. Les décisions unilatérales, le mépris, le commentaire sur le fait d'être un homme, le départ silencieux. Il est resté silencieux un moment, puis a dit « Ouais, je vois le genre. » Elle a toujours été un peu autoritaire. Je ne pensais juste pas que tu partirais vraiment. Je n'ai pas fui, ai-je dit, j'ai muté. Il y a une différence. Le mercredi, la famille de Camille s'en est mêlée. Sa mère m'a appelé depuis le téléphone de Camille, pensant que je répondrais si ce n'était pas le nom de Camille qui s'affichait. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, « Julien, c'est Martine. Nous devons parler de ce que tu as fait à ma fille. C'est inacceptable. Tu lui dois une explication. » Je ne lui devais rien. J'avais donné mon explication dans une lettre d'une page. Si cela ne suffisait pas, rien ne suffirait. Jeudi, Camille a tenté une approche différente. Elle a envoyé un mail avec pour objet « S'il te plaît, lis ceci ». Le mail était long, émouvant, rempli d'excuses et de promesses de changement. Elle disait qu'elle ne s'était pas rendue compte à quel point elle m'avait dénigré. Elle disait qu'elle voulait travailler sur notre relation. Elle disait qu'elle m'aimait. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai archivé. L'amour n'est pas une arme que l'on sort quand quelqu'un finit par poser une limite. Vendredi, un colis est arrivé à mon nouvel appartement. Je n'ai pas reconnu l'expéditeur. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles que je lui avais offerte, accompagnée d'un mot, « Si tu as vraiment fini, alors reprends ça. » Je n'en veux pas, j'ai regardé la bague, un anneau en platine avec un diamant solitaire pour lequel j'avais économisé pendant 6 mois. J'avais fait ma demande sur une plage au coucher du soleil, le genre de moment sur lequel elle avait posté pendant des semaines. Maintenant, elle était dans une boîte en carton, renvoyée comme un achat retourné. Je ne l'ai pas gardée. Je l'ai apportée chez un bijoutier à Lyon, je l'ai vendue et j'ai fait don de l'argent à une association pour la santé mentale des hommes. Le reçu indiquait 4 200 €. J'en ai gardé une copie, pas parce que j'avais besoin d'une preuve, mais parce que je voulais me souvenir de la valeur exacte de ce que j'avais récupéré. Troisième mise à jour, après 2 semaines dans ma nouvelle vie, les tentatives de Camille pour me contacter se sont espacées. Les appels sont passés de quotidien à tous les quelques jours. Les SMS sont passés de paragraphes entiers à des questions uniques, « Tu ne reviens vraiment pas ? C'est vraiment fini ? Est-ce que tu t'en fiches ?» Je n'ai pas répondu. Le silence était ma réponse. Puis ses amis ont commencé à me contacter, non pas pour hurler, mais pour poser des questions. Sa meilleure amie Léa m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux, « Salut, je sais que c'est le bazar en ce moment, mais je veux juste comprendre. Camille dit que tu es parti sans aucun avertissement. C'est vrai ? » J'ai répondu par une seule phrase, je lui ai dit que j'en avais assez d'être méprisé, elle m'a dit de me comporter comme un homme. C'est ce que j'ai fait. Léa n'a pas répondu. Mais 2 jours plus tard, un autre ami, un autre message, cette fois de Benoît, le gars que Camille voulait comme témoin, « Mec, Camille dit que tu t'es barré parce que tu ne pouvais pas gérer l'organisation du mariage. » C'est pas vrai, si ? Je lui ai envoyé une capture d'écran. Le SMS que j'avais envoyé à Camille il y a 3 mois, lui demandant si on pouvait s'asseoir pour discuter des plans du mariage. Sa réponse, « Je gère. Tu as juste besoin d'être là et d'être beau. » Benoît a lu et a répondu, « Mince, c'est dur. » Je ne savais pas, à la 3e semaine, le récit que Camille avait construit a commencé à se fissurer. Les gens qui nous connaissaient tous les deux ont commencé à lui poser des questions directes. Pourquoi Julien est-il parti ? Que s'est-il passé ? Elle n'avait pas de bonne réponse, car la vérité la montrait sous un mauvais jour. Sa mère m'a appelé une dernière fois. Cette fois, son ton était différent. Pas en colère, mais fatigué. « Julien, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux et, honnêtement, ça ne me regarde pas, mais Camille a du mal. Elle a des problèmes pour payer le loyer. L'appartement est cher et elle ne peut pas l'assumer seule. Le bail est à son nom, ai-je dit, elle a signé le transfert. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Ce n'est pas mon problème. » Martine a marqué une pause. « Tu as changé. » Non, ai-je dit, j'ai juste arrêté d'être un paillasson. Elle a raccroché. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. La dernière tentative de Camille a eu lieu 1 mois après mon départ. Elle s'est présentée à mon bureau à Lyon. Je ne sais pas comment elle l'a trouvé, mais elle l'a fait. Elle attendait dans le hall, et quand je suis descendu pour déjeuner,
elle était là. Julien, a-t-elle dit en se levant. Elle semblait plus mince, fatiguée. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? J'ai regardé cette femme avec qui j'avais un jour envisagé un avenir, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste de la distance. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu. Je suis désolé, a-t-elle dit, je suis désolé de t'avoir dénigré. Je suis désolé pour l'Islande, pour le mariage, pour tout ça. Je n'avais juste pas réalisé à quel point je te faisais du mal. Tu ne l'as pas réalisé parce que tu ne faisais pas attention, ai-je dit, et je suis resté parce que je pensais que les choses changeraient. Elles n'ont pas changé. Elles le peuvent maintenant, a-t-elle dit, je peux changer. J'ai secoué la tête. Tu changeras pour la prochaine personne, pas pour moi. Elle a voulu me prendre le bras. J'ai reculé. Ne fais pas ça, ai-je dit. Elle a baissé la main, les larmes aux yeux. Alors c'est tout? C'est vraiment fini? C'était fini au moment où tu m'as dit de me comporter comme un homme, ai-je dit, tout ce qui a suivi n'était que de la logistique. Je suis passé devant elle, j'ai franchi la porte et je ne me suis pas retourné. 3 mois après mon départ, j'ai appris par Marc que Camille avait quitté l'appartement. Elle ne pouvait pas payer le loyer seule et ses parents ont refusé de l'aider après qu'elle a admis avoir signé le transfert de bail sans le lire. Elle est retournée vivre chez eux. Une femme de 31 ans dormant dans sa chambre d'enfant. Le mariage a été annulé. Les acomptes ont été perdus. Les invitations n'ont jamais été envoyées. Ses amis ont cessé de prendre de mes nouvelles, ont cessé de défendre sa version des faits. La vérité finit toujours par se savoir, surtout quand les gens commencent à comparer les versions. Marc m'a dit que Camille avait essayé de recommencer à fréquenter quelqu'un, mais que ça ne s'était pas bien passé. Elle est différente maintenant, a-t-il dit, plus effacée. Je pense que te perdre l'a vraiment secoué. Je ne me suis pas senti mal. Je n'ai rien ressenti du tout. Ses réseaux sociaux se sont éteints. Plus de posts sur l'organisation du mariage, plus de photos de sa vie parfaite, juste le silence. Le même silence que je lui avais offert en partant. Sa mère m'a envoyé un dernier mail 6 mois plus tard, Julien, je veux que tu saches que Camille suit une thérapie. Elle travaille sur elle-même. Je sais que tu as tourné la page et je respecte cela, mais je pensais que tu devrais savoir qu'elle fait des efforts. J'ai lu le mail, puis je l'ai supprimé. L'évolution de Camille n'était pas ma responsabilité. Elle ne l'avait jamais été. Conclusion finale, cela fait maintenant 1 an que je suis parti. Ma vie à Lyon est calme, stable et m'appartient entièrement. J'ai eu une promotion au travail. J'ai acheté une maison, un petit pavillon avec 2 chambres, un jardin et une vue sur les montagnes. J'ai recommencé à courir, une activité que j'avais abandonnée parce que Camille disait que cela prenait trop de temps sur l'organisation du mariage. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Claire. Elle est enseignante, attentionnée, et la première fois que nous n'étions pas d'accord sur le choix du restaurant pour le dîner, elle a dit « Qu'est-ce que tu en penses ? Je veux m'assurer que ça nous plaise à tous les deux. » J'ai failli pleurer. Nous prenons notre temps. Pas de précipitation, pas de décisions unilatérales, pas de mépris. Elle me demande mon avis et quand je le donne, elle m'écoute. C'est une chose si simple, mais après Camille, cela me semble être un miracle. Je ne pense pas souvent à Camille, mais quand je le fais, je repense à cette soirée dans la cuisine quand elle m'a dit de me comporter comme un homme. Je me dis que j'aurais pu crier, me battre, exiger qu'elle me respecte, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste parti parce qu'être un homme, ce n'est pas hausser le ton. C'est connaître sa valeur et s'en aller quand quelqu'un refuse de la voir. L'argent de la bague de fiançailles a financé un week-end à la montagne avec Claire. Nous avons fait de la randonnée, regardé le lever du soleil, et elle m'a demandé si j'avais des regrets. J'y ai réfléchi, j'ai vraiment réfléchi. Non, ai-je dit, aucun. Elle a souri, tant mieux, parce que je pense que tu as pris la bonne décision. Je le pense aussi. Camille voulait un homme qui prenne des décisions. J'en ai pris une. J'ai décidé que je valais mieux que d'être son projet, son accessoire ou une simple pensée après coup. Et au moment où j'ai pris cette décision, tout le reste s'est mis en place. Certains appellent cela de la vengeance. Moi, j'appelle cela du respect de soi. Et honnêtement, je ne me suis jamais senti autant homme qu'en ce moment même. Assis dans une maison que j'ai choisie, avec une femme qui accorde de l'importance à ma voix, vivant une vie que j'ai construite selon mes propres termes.
Camille a eu ce qu'elle voulait, un homme qui prend des décisions. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que la décision soit de la quitter.